Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Casa Foot, votre balado, vidéodiffusion ou podcast portant sur toute l'actualité de la Bundesliga et du football allemand en français. Mathieu Lemay, votre animateur, qui vous retrouve en compagnie du Casa, son ami amateur de sport d'hiver, tout comme il est amateur de golf comme sport estival, mais aussi amateur de gymnastique comme sport 4 saisons. Mais c'est avec plaisir que je le retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la mi-saison en Bundesliga. David Lortolari, allô Frende, comment ça va? Joyeux Noël! Hello Mathieu, salut à tous, Frohe Festtage, on dit en Allemagne si on veut englober tous ces jours de fête de fin d'année. Il y en a plus pour moi que pour les autres puisque la Saint-David c'est le 29, et n'est-ce pas? Et c'est une petite parenthèse amusante comme ça en passant. On a plein de choses à dire. C'est vrai que ce bilan s'impose, on a une Bundesliga dynamique, compétitive, on a eu des dynamiques justement qui ont varié au cours des mois depuis le mois d'août et il faut qu'on fasse un peu la synthèse de tout ça et puis également la Ligue des Champions qui nous a réservé quelques surprises et qui va se poursuivre au mois de janvier. Donc c'est le moment de faire le bilan. Je suis tout oui et puis je sais que tu veux évoquer des chiffres et il y a des chiffres qui sont très bons en Bundesliga. On a battu quelques records par-ci par-là avec certains clubs, notamment de pointe, de haut de classement, mais aussi en bas. On a battu quelques records négatifs. Et puis, il y a surtout un record dont je sais que tu veux parler, c'est celui qui a surpris en France, et ça m'a beaucoup amusé, celui des droits télé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est la première chose dont on va parler. Juste avant de commencer, je voulais apporter mes sincères condoléances aux victimes et aux proches suite à l'attentat terroriste de Magdebourg lors du marché de Noël dans cette ville en Allemagne. Et je sais que ça a été très triste pour beaucoup de gens. Je ne vais pas faire de politique ici. Les médias sociaux sont malheureusement chargés. Mais donc, je voulais apporter mes sincères condoléances aux victimes lors de cet attentat. Pour faire un parallèle, on a un marché allemand chez nous au Québec, notamment dans la ville de Québec, un marché allemand de Noël. Ce qui est toujours très intéressant à visiter. On a différents types de marchés de Noël, bien sûr. Endroits multiculturels oblige. Mais bon, voilà, je voulais juste apporter donc mes condoléances concernant cette triste nouvelle qui s'est produite peu de temps avant le congé des fêtes. Maintenant, tu parlais de droit télé, eh bien, allons-y. On en a fait l'annonce il y a quelques jours, quelques semaines à peine. 1,12 milliard d'euros par an, la nouvelle entente en matière de droit télé concernant la Bundesliga et la Bundesliga 2. La plus grosse part du lion revient, bien entendu, à Sky Deutschland, qui est le diffuseur fidèle des matchs de Bundesliga en Allemagne. L'autre part revient à DAZN, l'endroit où moi, j'arrive à voir ces matchs du football allemand maintenant, depuis 2 ou 3 ans. Mais 1,12 milliard d'euros, c'est un petit peu plus que le 1,10 de l'entente précédente. Ça ne rejoint pas le 1,16 lors de la période pré-pandémique. Je rappelle que les ententes couvrent inclusivement 5 ans. C'est donc de 2025 à 2029 la nouvelle entente. Mais comme tu l'as dit, ça a surpris beaucoup de gens en France, mais point n'est besoin de spécifier que justement en France, il y a une crise au niveau des droits télé. Il y a eu tout un roman savon autour de cette histoire, tellement que la valeur des droits télé en France a drastiquement baissé. Pardonne-moi l'expression. Et là, aujourd'hui, on parle pratiquement de la fin, ni plus ni moins que du championnat du football français, pour reprendre, si on veut, les conclusions les plus pessimistes. Maintenant, en Allemagne, 1,12 milliard d'euros par an, c'est beaucoup d'argent. Je sais, bien entendu, que le football est très populaire en Allemagne dans les stades, et il doit l'être, bien sûr, dans les chaumières, devant le petit écran. C'est quoi le secret de la caramel ou la potion magique, si tu préfères, qui explique la réussite en termes de droit télé du foot allemand, David? Je sais que tu en as déjà un petit peu parlé, on t'a sans doute beaucoup sollicité là-dessus, mais là, tu as la possibilité avec le recul de développer ça pour notre auditoire. Alors, j'ai bien hâte de t'entendre là-dessus. C'est quoi le secret, David? Raconte-nous tout ça. Oui, c'est une question à la fois hyper pertinente vue de chez les voisins de l'Allemagne, parce que ça a surpris notamment en France ce chiffre avec une espèce d'arrière-fond de peut-être de jalousie ou de questionnement, parce que la Bundesliga est peu considérée par rapport à ses voisins espagnols, italiens ou anglais en particulier.
Et donc, ça a un peu surpris et ça m'a beaucoup amusé d'avoir des confrères qui me sollicitent pour essayer de leur révéler des scoops, leur révéler des choses fracassantes. Il n'y a rien de fracassant. Tout cela est tout à fait compréhensible. Tout cela est tout à fait explicable. La première explication, me semble-t-il, il faut vraiment, Mathieu, ne pas avoir regardé la Bundesliga depuis ses 60 ans d'existence pour ne pas apprécier ce championnat. Les stades sont pleins, l'ambiance est une des meilleures en Europe. Ça, c'est évident. Il y a d'autres types d'ambiance. On pense à l'Écosse, par exemple, qui sont aussi très, très passionnantes, mais il n'y a pas le même spectacle, parce que la Bundesliga, c'est dynamique, c'est offensif. Mais eux aussi, ils ont connu une crise des droits télé qui a fait mal à leur championnat parce que je Oui, suivais, moi, jusqu'à une certaine époque, le football écossais à cause, comme tu dis, de également. l'ambiance et d'un certain niveau qui n'était pas si mal. Oui. Mais au tournant des années 2010, là, c'est là que malheureusement, le château s'est effondré suite à une entente de droit télé qui n'a pas pu être honorée, comme si c'était annonciateur de la suite des choses ailleurs. Oui, c'est vrai que c'est un exemple intéressant. Donc le spectacle, il est assez incomparable. C'est-à-dire, moi, je m'amuse souvent. Je suis à la maison pour certains matchs, bien sûr. Je regarde, je vais me servir une tasse de thé ou une bière sans alcool, et il y a deux buts qui ont été marqués en 40 secondes, quoi. Et ça paraît une blague, ça paraît une plaisanterie, ça n'en est pas une. Vous baissez la tête pour attraper votre télécommande, pour monter le son. Il y a un but qui est marqué, vous l'avez loupé, vous êtes obligé de regarder les ralentis, les résumés. La Bundesliga, c'est haletant. C'est haletant et c'est évidemment un élément, je veux dire. Le spectacle, il est familial. On va dans les tribunes, on va au stade, les stades sont pleins partout, hein, en deuxième et en troisième division aussi, plein ou quasi plein. Et puis, sur le terrain, ça envoie, il y a de l'espace, il y a une forme de folie un petit peu dans le jeu. Bien sûr, ça s'est rationalisé avec des entraîneurs comme Pep Guardiola, comme Xavi Alonso et d'autres, et Tourelle, et Klopp. Mais ces gens-là, les quatre que je viens de citer, ont apporté du spectaculaire aussi à leur façon. Et donc, ça, c'est complètement dans l'air du temps, parce que le public veut du spectaculaire. Je veux dire, c'est dans la nature humaine, mais l'Allemagne leur apporte ça, à ces gens qui viennent au stade. Devant les télés, c'est pareil. Et puis, il y a quelque chose aussi de très mathématique, de très mécanique, qui a été bien conduit, bien géré en Allemagne. C'est que, bien sûr, si vous avez deux investisseurs, si vous avez deux groupes, DAZN, Sky, qui s'investissent et qui donc investissent pour récupérer les meilleurs lots, vous avez une émulation automatique, financière et aussi dans le produit final. On s'échange, on s'arrache les spécialistes. Y a des gens qui sont passés de l'un à l'autre, qui sont passés aussi par la RD ou la ZDF, de la télévision publique, qui continuent de diffuser les résumés du samedi après-midi, qui sont une institution, par d'autres canaux aussi, comme Sport 1, comme RTL. Bon, et cette émulation, c'est une réalité. Si vous avez un seul diffuseur, elle est moins évidente. Et puis, alors le problème, évidemment, c'est que le téléspectateur, lui, râle un peu parce qu'il voudrait pouvoir avoir accès à tout en prenant un abonnement, quitte à ce que ça soit 35, 40, 45, 50 euros par mois, par exemple. En se disant, ben voilà, j'ai payé une fois, sous-entendu chez Sky, et j'ai tout. Aujourd'hui, non, parce que c'est réparti. Sky, vendredi, samedi, DAZN, maintenant la conférence du samedi et les matchs du dimanche. Et donc, cette répartition, évidemment, oblige à mettre un petit peu plus la main au portefeuille pour le téléspectateur. Certains ont avoué, alors est-ce que c'est une prise de position simplement et ensuite dans l'intimité du foyer familial, on va mettre la main au portefeuille? Je ne sais pas, mais on s'est un petit peu agacé de cela quand on est le téléspectateur. En tout cas, les clubs vont bénéficier, bien sûr, de cette émulation et de cet investissement des deux principaux diffuseurs, sachant qu'il y en a un troisième aussi, Amazon Prime, pour les matchs du milieu de semaine. Ça, je l'avais oublié dans certains de mes panoramas, mais effectivement, il y a DAZN et Amazon Prime qui diffusent les matchs de Ligue des Champions, notamment. Sky n'étant plus sur la Ligue des Champions depuis quelques temps. Sky a inventé ce qu'on appelle la conférence en Allemagne, qui est là aussi une institution. Les gens, s'ils ne doivent plus s'abonner qu'à une seule chose, ce sera cette conférence, c'est-à-dire le multiplex des 4, 5, 6 matchs du samedi après-midi, 15h30. Ça, c'est très, très apprécié. Et voilà, cet équilibre-là,
plus le contexte, plus le spectacle que, évidemment, je défends parce que c'est ma spécialité, que nous défendons ensemble, toi et moi, mais qui devrait apparaître comme bien plus évident qu'il n'apparaît pour les gens, font que le package est bon. Effectivement, on est un tout petit peu en dessous de la période d'avant la pandémie, on est un tout petit peu au-dessus par rapport au dernier cycle, et le chiffre est très fortement symbolique, mais je trouve qu'il est plutôt justifié par rapport au produit final et par rapport à ce que la Bundesliga nous offre sur ces 34 journées, avec de la compétitivité en haut, beaucoup de clubs qui essaient de s'arracher ce qu'on appellerait le ventre mou. On va les citer là les uns après les autres, mais aujourd'hui, vous avez Fribourg 9e, Stuttgart 10e, Wolfsburg 11e, Union Berlin 12e. Union Berlin, c'est une ville de 3 millions d'habitants. Il y a du monde derrière, quoi. Et puis, en ce qui concerne les clubs qui essaient de s'arracher de la relégation aussi, le format a fait ses preuves, n'est-ce pas? On a un barrage en fin de saison, on a beaucoup de clubs qui sont concernés et qui essayent de s'arracher par le jeu, souvent quand même aussi. Ça, c'est une bonne leçon pour le football français peut-être, de cette zone-là. Voilà, il y a plein d'arguments. Il faut y ajouter, je termine par là Mathieu, il faut y ajouter la Bundesliga 2 qui est concernée, qui est dans ce package financier global, dans ce paquet financier global, la Bundesliga 2. Bundesliga 2 et Bundesliga 3, vous avez quand même Cottbus, Rostock, Magdebourg, Dresde, Cologne, Düsseldorf, qui sont des villes gigantesques. C'est un truc, il y a un public, une passion derrière tout ça. T'as oublié Hambourg! Et oui, Hambourg, évidemment, bien sûr. J'en ai cité, certains sont en 3e division, mais font tout ce qu'ils peuvent aussi pour remonter. Il y a Schalke aussi. Tout ça, voilà, ce dynamisme, cette vivacité générale, je ne crois pas qu'on exagère en disant que forcément, ça tire le paquet financier et l'offre financière aussi vers le haut. C'est une bonne chose de le résumer ou de le voir ainsi. Je sais qu'on entend souvent ces théories sur le ruissellement auxquelles je ne crois pas beaucoup dans la pratique, mais peut-être qu'il faudrait repenser et considérer l'Allemagne par rapport à ça, l'aspect du ruissellement qui est peut-être différent là-bas. Je note aussi, tu as parlé d'Amazon Prime, donc ça veut dire que les plateformes, on a parlé de DAZN bien sûr, s'intéresse de plus en plus au marché allemand également. Peut-être pas en majorité comme Sky, mais on sent que là, il y a un intérêt qui est porté aussi là-dessus. C'est à souhaiter néanmoins pour le public allemand qu'il y ait un accès peut-être plus large. Sky, pour l'instant, semble l'assurer, mais je suis certain qu'en Allemagne, la question des plateformes, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter, va se poser. Parce que déjà chez nous, en Amérique du Nord, la question des plateformes se pose de plus en plus. En France, on pensait qu'Amazon Prime surenchérirait par rapport à son offre en Ligue 1 lors de la dernière entente. Bon, ça n'a pas été le cas. Mais c'est comme ça, on s'imaginait que le milliard d'euros qu'on voudrait en France viendrait des plateformes. Mais c'est surtout ce que je retiens, c'est le travail en amont. Je pense que les équipes travaillent en amont pour offrir cette qualité de jeu dont tu parles. Mais moi, je ne l'ai découvert qu'après. Je suis d'accord avec toi, j'ai découvert le football allemand par l'attrait du jeu qu'on voit à la télévision. J'arrive sans préjugés et je vois l'ambiance dans les stades, je vois la qualité du jeu. Forcément, ça commence par là. Et j'ai pas eu besoin de 60 ans d'existence. J'en ai que 51 de toute façon pour apprécier. Même chose. Après, c'est ça. Et après, on regarde le contour des choses pour voir, mais c'est quoi le chemin qui a amené vers tout ça? Et là, c'est là que ça devient intéressant. Mais le fait que tu en reparles, je pense que c'est bon de le rappeler. Et on va souhaiter que ça continue ainsi pour la suite des choses. Mais maintenant, parlons du qualitatif, parlons du classement en Bundesliga à la mi-saison. Pas mal de surprises et de déceptions, bien sûr. Ma première surprise, moi, c'est Mayence. Au moment où on se parle, Mayence, croyez-le ou non, est 5e au classement. Depuis qu'on fait ce balado, podcast, David, Mayence, c'est plus, selon moi, une équipe de deuxième moitié de saison que de première moitié. Mais là, on est 5e. On a un différentiel positif à plus 8. On est à 2 points. 2 points de Leipzig et de Francfort qui sont à égalité 3e, 4e place, qui ont 27 points. Donc, Mayence en a 25. Le même nombre que le Borussia Dortmund et le Werder Bremen qui est 7e. C'est le différentiel qui fait un petit peu la différence ici. Comment on explique que Mayence connaisse toute une première moitié de saison, David, et se retrouve, pour l'instant,
en qualification européenne. Je sais qu'il reste encore une moitié de saison à disputer. Et même, je dis moitié de saison, on a disputé que 15 matchs sur les 34. La seconde moitié est donc un petit peu plus corsée. Mais néanmoins, il faut souligner le travail de Mayence en première moitié de saison. Comment on explique ça, ces succès de la part de cette équipe qu'on a plus l'habitude de voir en deuxième moitié de tableau, en danger de relégation parfois, et qui trouve son élan dans cette deuxième moitié pour sortir du danger. Et je veux qu'on réponde à cette question en sachant qu'un de ses meilleurs espoirs, Brian Gruda, a été vendu l'été dernier. Exact. Et donc, Mayence arrive à des résultats à un haut niveau comme ça. Moi, je trouve que c'est surprenant. Je trouve ça assez surprenant. Alors, c'est quoi les explications, selon toi, pour expliquer une telle réussite? C'est vrai que je crois qu'il y a une statistique, si je ne me trompe pas, à la maison, donc dans son stade, la Meva Arena, Mayence a gagné 4 des 5 derniers matchs contre le Bayern. Mais là, ça, c'est une bête noire. Là. On va se le dire. Quand Mayence reçoit le Bayern devrait arrêter de penser que c'est facile de battre cette équipe-là puis de penser que c'est une équipe de second niveau. Ouais, ça nous donne quelques clés peut-être. Il y a une affaire d'homme. L'entraîneur Bo Henriksen, ce Danois généreux, qui déploie sur le bord du terrain une gestuelle, une mimique. Alors, c'est pas exactement le même style que Jürgen Klopp. Il n'y a pas exactement la même coiffure, il n'y a pas les lunettes, il n'y a pas la dentition à 64 dents. Mais Klopp est passé par Mayence quand même, on va se le dire. Oui, c'est pour ça que j'y pense. Non, mais il y a une espèce de... c'est plus que du panache, c'est quasiment de la frénésie de la part de Bo Henriksen, mais il le transmet aux joueurs. Et il n'y a pas seulement cette gesticulation très positive, il y a aussi bien sûr des compétences tactiques. Il a installé, cet entraîneur, un système très fiable, très solide, les 3 défenseurs centraux, devant un gardien Robin Zentner qui est un super bon gardien de Bundesliga. Il faut commencer par lui à l'arrière. Et puis devant, c'est du stable. C'est du stable avec Stéphane Bell. Voilà un nom qui ne parlera pas aux personnes qui ne regardent pas la Bundesliga régulièrement. Mais voilà un défenseur qui tient la route. Et puis alors devant, vous avez des joueurs qui... Alors, je parlais de stabilité sur le système tactique, mais vous avez à la fois des joueurs aussi qui ont une générosité pour dépasser un petit peu les fonctions qui leur sont attribuées. On pense à Nadim Amiri, par exemple. On pense à un Dominique Corr qui fait tout ce qu'on appellerait le sale boulot, mais alors c'est plus que ça. C'est-à-dire que Dominique Corr, c'est un nettoyeur en chef. Voilà, j'ai cité quelques milieux de terrain. Et puis, vous avez aussi des joueurs qui insuffle une espèce de jus, une espèce d'énergie, comme l'entraîneur le fait sur le bord du terrain. Je pense à Jae-Sung Lee, formidable joueur coréen. Il y a toute une filière coréenne en Bundesliga, on le sait, asiatique, mais coréenne aussi. Et puis, moi, j'ai toujours beaucoup aimé l'Autrichien Onisiwo en attaque, mais il faut bien dire que Jonathan Burkhardt, tu citais Gruda tout à l'heure, qui est un formidable jeune joueur, mais Jonathan Burkhardt, qui a fêté son appel assez récent en équipe nationale, est un excellent attaquant. Il a marqué beaucoup de buts. Il était absent là sur les toutes dernières journées. Ça ne s'est pas vu parce que le collectif est transcendé. Mais voilà quelques clés comme ça individuellement. L'entraîneur, un charisme énorme. La stabilité, cette clé de voûte, cette structure, ce squelette tactique installé par Bo Henriksen, et cette sécurité, cette sûreté qu'ont les joueurs, et puis derrière quelques individus comme ça qui me semblent assez largement sous-estimés. Et puis Mayence, alors oui, je ne te dirai jamais que je les attendais à la 5e place au moment de passer les fêtes. Certes, non, mais il faut être clair. Il faut être clair, mais c'est une équipe qui a profité, qui a fait quelques coups d'éclat aussi, qui est forte à la maison. On parlait de la petite lorgnette du Bayern. Et puis voilà, ça oblige peut-être des équipes comme Wolfsburg, par exemple, à se dire qu'est-ce qu'on fait de mal? Parce que Mayence, il y a une forme de continuité. Il y a évidemment, malgré tout, les contingences financières, Gruda qui est obligé de s'en aller et quelques autres. Mais on a des super éléments et qui sont dévoués. Zentner,
Lee, Onisiwo qui joue moins que les saisons passées, Moritz Jens, les joueurs qui viennent aussi de l'étranger, on pense à Philippe Mouenet qui vient d'Autriche, on pense à qui doit avoir la double nationalité kenyane d'ailleurs, on pense à Widmer aussi, le Suisse sur le côté, on pense à Barkok qui a la double nationalité marocaine me semble-t-il, et tout ça s'agrège très bien à Mayence, sans précipitation, sans stress, sans l'idée qu'il faut être quelqu'un d'autre, qu'il faut, comme Leipzig peut l'être par moment, comme certaines équipes comme Offenheim qui veulent aller plus vite que la musique. À Mayence, on n'a pas ça. Et on a là une équipe, alors on en a parlé dans nos podcasts précédents, dans nos saisons précédentes, parfois ils ont été menacés, n'est-ce pas? Et puis finalement, chaque fois qu'il y a un coup à faire, pensez à Dortmund, qui a perdu 2 points fatals la saison, pas la saison dernière, mais celle d'avant, sur ce terrain justement. Enfin, pas c'était chez lui, mais c'était contre Mayence. Et c'est exact. Voilà, c'est une équipe à la fois de coups et une équipe qui, de mon point de vue, a une vraie stabilité, une vraie culture, un vrai savoir-faire. Voilà, on n'est pas entré trop dans les détails là, mais je voulais mentionner quelques joueurs qui me paraissent essentiels pour les performances de Mayence. C'est pas du 100%, c'est pas Leverkusen 2023-2024, mais c'est l'équipe, c'est peut-être l'équipe la plus séduisante du moment derrière les gros en tout cas. C'est une équipe, en tout cas, qui est solide défensivement en matière de buts concédés. Ça, c'est quand même assez surprenant. D'ailleurs, dans les autres équipes surprises, je veux qu'on en parle parce que moi, par contre, je dois t'avouer que je suis tombé en bas de ma chaise au cours des dernières semaines. C'est de retrouver le Borussia Mönchengladbach en 8e place. Ils ont même été dans le top 6 à un moment donné. Différentiel positif de plus 5, à égalité au point avec le C Fribourg, qui est 9e juste derrière. Mais Fribourg, on a déjà parlé de cette équipe, donc je veux qu'on parle cette fois du Borussia Mönchengladbach, qui est 8e. Moi, je donnais pas cher de la peau de l'an passé à son entraîneur, Gerardo Seoane. Et moi, j'étais persuadé qu'il allait être, encore une fois, peut-être l'un des premiers candidats à sauter en début de saison. Et rappelle-toi, quand on a commencé le podcast cette année, je ne croyais pas que cette équipe allait s'améliorer. Eh bien, contre toute attente, je dois l'admettre, ils sont 8e. Mais est-ce qu'ils ont les moyens de tenir la dragée haute comme ça pendant toute une saison? J'ai encore des doutes. Mais comment on explique justement cette réussite en première moitié de saison de cette équipe que personne, je pense, n'a vu arriver aussi haut au classement au moment où on arrive à la pause hivernale des fêtes? Oui, le Suisse Gerardo Seoane était fragilisé. On sentait qu'au-dessus de lui aussi, Monsieur Virkus, le patron, était pas, enfin le patron sous Rainer Bonhoff, qui est le grand chef, le grand président, n'était pas forcément très bien installé non plus, même s'il laissait paraître le contraire. Et il avait raison, puisque Mönchengladbach a tourné dans le bon sens, comme on dit en Allemagne. Et là aussi, alors de manière peut-être un tout petit peu plus précise que pour Mayence, je veux donner quelques ingrédients majeurs de la réussite. Le plus flagrant d'entre eux étant, là je parle pour les toutes dernières journées passées, étant Alassane Plea. Mais on va partir de l'arrière du terrain. Très, alors elle n'était pas forcément évidente au départ, cette saine concurrence, mais très saine concurrence finalement, très bien gérée par le staff entre les gardiens de but. Le Suisse Jonas Omlin et l'Allemand Moritz Nicolas. Super concurrence entre les deux, ça a joué à la faveur de Nicolas, ça a tiré vers le haut. Ce n'est pas toujours le cas, je sais que les problématiques de gardien de but sont très compliquées pour les entraîneurs. Là, ils ont très bien joué et cette émulation a fonctionné dans les buts. Je pense que les gens sont rassurés. Tu as écrit un livre sur les gardiens de but, tu connais la question en long et en large. Oui, mais le truc, c'est que parfois, on va vous dire, comme au Bayern, Manuel Neuer et rien d'autre. Mais là, on a fait le contraire à Mönchengladbach, et dans d'autres cas, on a fait le contraire. Regardez avec Donnarumma et Safonov au Paris Saint-Germain, et parfois, c'est une catastrophe. Et on l'a vu avec, on va pas approfondir, mais on l'a vu avec Navas, on l'a vu avec Areola et d'autres gardiens au Paris Saint-Germain, ça n'a pas fonctionné. Là, ça a fonctionné. Et ça a été compliqué pour Jonas Omlin, le Suisse, d'accepter, en plus son entraîneur est suisse, d'accepter que Moritz Nicolas passe devant. Mais la performance a prévalu. Devant, il y a des sacrés gars, devant ces messieurs-là. Il y a Ko Itakura, le japonais. Il y a Nico Elvedi, le suisse, des rocks. Il y a Marvin Friedrich, un rock aussi. Il y a l'américain Joe Scally, que tu avais dû voir venir, qui est un bon arrière latéral aussi. Voilà, quelques défenseurs que je cite comme ça. Et puis devant, là, ça devient vraiment intéressant.
Julian Weigl, qu'on a connu à Benfica, qu'on a connu évidemment à Dortmund aussi, quand même un joueur précieux en milieu de terrain, hein, Julian Weigl. Il a pris un peu de maturité, il a vieilli, il ne veut plus maintenant faire ce qu'il ne sait pas faire, c'est-à-dire marquer des buts, et c'est un milieu de terrain défensif de premier choix. Les joueurs offensifs devant ce monsieur, Franck Honora, joueur français, formidable puncher, formidable dynamiteur sur le côté. Franck Honora, ça y est, a pris sa carburation, a trouvé avec Mönchengladbach le club où il pouvait s'exprimer, et je crois qu'il est dans les tout meilleurs passeurs du championnat. Il doit être dans les 3 meilleurs passeurs du championnat pour, qui vous savez, mais je vais en parler dans une minute, l'avant-centre évidemment qui est arrivé cette saison. Ngoumou, le franco-camerounais, très bon aussi dans ce même rôle. Des joueurs comme Florian Neuhaus, c'est quand même du premier plan en Bundesliga, c'est pas le niveau Nationalmannschaft, mais c'est le niveau en dessous et c'est un excellent joueur. Jeune talent, parce que c'est un équilibre entre les anciens et les modernes, tu le sais bien le football. Les jeunes talents, Rocco Reitz, le jeune Allemand qui est promis un grand avenir que Mönchengladbach a réussi à conserver et à prolonger si ma mémoire est bonne. Et puis devant, l'homme qui ramasse tous les ballons, l'avant-centre qui a le large front pour mettre les têtes au fond. C'est évidemment Heidenheim. Tim Kleindienst, avec Alassane Plea qui a retrouvé les couleurs. Je me demandais, vraiment, j'étais très peu optimiste sur la destinée d'Alassane Plea. Marcus Thuram est parti. Plea a retrouvé un petit peu des couleurs. Et puis Kleindienst enfile les buts devant. Enfin, enfile les buts. Il n'en est pas à 35 buts non plus. Mais c'est l'avant-centre qui couronne l'édifice, si tu veux. Donc là, je suis resté sur les hommes. C'est quelqu'un de costaud, mais j'ai comme le sentiment, à écouter tes explications, que son arrivée au sein d'un groupe qui ne semblait pas en maturation pour la plupart des joueurs, c'est comme s'il n'y avait pas besoin de tant de changements. Et là, tu rajoutes un élément qui peut-être manquait. Et là, c'est comme si tout le monde était transcendé un peu. Parce que les noms que tu as mentionnés, ils étaient tous là l'an dernier. Ils étaient là. Mais c'est comme s'ils sous-performaient ou ils n'étaient pas à leur niveau. Puis là, cette année, c'est comme s'ils étaient tous à leur niveau, en quelque sorte. Et ça explique les résultats. Mais il suffisait d'avoir peut-être un attaquant plus régulier devant, en la personne de Tim Kleindienst, qu'on est allé chercher à Heidenheim, pour que la mayonnaise prenne, peut-être. Est-ce que je me trompe ou si je fais trop de raccourcis? Les analyses des confrères, des Mathéos, des Hamann, les gens qui ont une parole qui compte, de la presse écrite aussi, et tout le monde a convenu. C'est peut-être un peu facile comme analyse, parce qu'il y a forcément des choses aussi dans le vestiaire, peut-être l'entraîneur, ça je ne sais pas ça. Peut-être l'entraîneur a peut-être fait quelques concessions, ou au contraire a fait passer un message peut-être plus clair qu'il n'était au début, a peut-être rééquilibré aussi un petit peu sa philosophie. Ça, c'est des choses que j'ignore. Mais l'arrivée de Kleindienst, évidemment que ça a tout changé. C'est-à-dire que ça donne des solutions en permanence. On parlait de son jeu de tête, mais c'est aussi un joueur relativement fin techniquement et surtout d'une générosité. On l'avait vu avec Heidenheim. Il était servi par Beste, Jan-Niklas Beste, qui est parti au Portugal, qui s'apprêterait peut-être, selon les discussions du moment, à revenir en prêt en Bundesliga. On en reparlera dans notre prochaine émission. Mais il lui servait les ballons à Heidenheim, on s'en souvient très bien, comme passeur. Et Kleindienst, c'est un finisseur d'une grande finesse. Et là, évidemment, à Mönchengladbach, il y a quand même du monde autour qui a du ballon. On a parlé de Rocco Reitz, on a parlé de Plea. Il faut mentionner le Tchèque Chwanchara aussi, qui joue moins, mais qui peut être une bonne force d'appoint. Je trouve que c'est très équilibré. Et mention particulière, j'insiste, Mathieu, à Franck Honora, qu'on avait vu émerger en Ligue 1 en France, et qui là, vraiment, met du punch sur son côté droit et donne beaucoup de munitions aussi à Mönchengladbach pour marquer des buts. Cette équipe nous a bluffé, effectivement. Et moi, je pense qu'elle a la moelle. Elle ne dispute pas de Coupe d'Europe, n'est-ce pas? Je pense qu'elle a la moelle en Bundesliga pour continuer sur cette lancée, pour confirmer en début 2025 et terminer peut-être dans une place européenne. C'est en tout cas ce que je peux imaginer de ce qu'elle nous a montré ces dernières semaines. Ouais, c'est un club historiquement inscrit dans sûr. l'ADN européen, bien sûr. Tu as souvent évoqué cette compétition avec le Bayern dans les années 70, mais en même temps, de nos jours, je trouve qu'ils ont un des plus beaux stades, ils ont une des plus belles ambiances en Bundesliga. Donc, ils ont donc des fans fidèles malgré des saisons difficiles. Il y a quelque chose dans cette équipe, des fois, lorsque la mayonnaise prend,
ça donne quelque chose effectivement de bluffant, pour reprendre un terme que tu aimes employer. Je leur souhaite de continuer. En tout cas, pour ce qui est de Tim Klein-Dean, il semble s'être trouvé une équipe pour passer peut-être à un niveau supérieur, mais ça reste que c'est quelqu'un, je trouve que comme attaquant, c'est aussi un très bon point d'ancrage à la surface à cause de son physique. Donc, c'est quelqu'un qui, pour les défensives adverses, ne doit pas être facile à négocier à tous les matchs. Et ça, je pense que ça rajoute un petit peu d'éléments offensifs. Ça permet peut-être à des gens comme Franck Honora ou à d'autres de s'illustrer, d'avoir un attaquant de la sorte lorsque justement on centre ou on fait des passes. Et ça, je suis sûr que ça doit jouer à leur faveur. Avant de revenir sur des surprises ou des éléments positifs, là, cette fois, je vais alterner et je vais évoquer un cas négatif. Et je ne peux pas faire autrement que de parler de Bochum, lanterne rouge actuellement au classement. Et avec le pire différentiel de Bundesliga, bien sûr, une seule victoire au compteur. Au début de la saison, j'avais évoqué le fait que Bochum, la saison dernière, qui était passée de justesse à un chouïa d'être relégué, pouvait tomber dans un piège comme celui de Cologne et donc se retrouver en difficulté très tôt cette saison. Et ça semble être le cas cette année. Comme je l'ai dit, ils n'ont qu'une seule victoire. Ils sont derniers, seulement 6 petits points. Et ça a été la première équipe à avoir congédié son entraîneur cette saison. Il n'y a pas eu beaucoup de congédiements d'entraîneurs, mais tant qu'à... Et ils avaient déjà changé d'entraîneur, je pense, durant l'entre-saison en plus. Je sais que tu as évoqué souvent le caractère combatif de Bochum, qui s'est maintenu même au-dessus de la ligne rouge régulièrement depuis son retour en Bundesliga il y a de cela peut-être 3 ou 4 ans. Mais là, cette année, visiblement, rien ne semble fonctionner. Est-ce que, justement, on n'aurait pas dû solidifier un peu plus davantage l'effectif? Ou c'est l'entraîneur qui a été mal choisi? Qu'est-ce qui cloche avec cette équipe pour qu'elle soit dernière, finalement, au regard de ce qu'elle offre dans cette première moitié de saison? Oui, alors Bochum n'est pas complètement largué. C'est bon dernier, certes, mais il faut remonter 4 points en amont pour accéder aux équipes qui peuvent tout à fait encore se sauver. C'est mal engagé, évidemment. Alors peut-être il y a effectivement eu cette problématique d'entraîneur parce que Peter Seidler, que je connais moi un peu, qui est un homme délicieux, polyglotte, qui parle merveilleusement français, était de longue date entraîneur en Suisse, à Saint-Gall, et il avait été adjoint à Hoffenheim par le passé. Et Peter Seidler, peut-être, n'avait pas les clés pour transcender ce groupe. On va y venir au groupe après. Dieter Hecking, excellent choix derrière pour rebondir. Et il est allé chercher un point prestigieux dès qu'il est arrivé. J'oublie l'équipe là, mais c'était une grosse écurie. Il est allé chercher un point et on s'est dit c'est le point de l'espoir. Bochum a continué à marquer un point par-ci par-là, mais a continué surtout à accumuler les défaites derrière, notamment en raison d'une défense catastrophique. Ce que je crois très simplement, Mathieu, c'est que l'effectif n'a pas le niveau. Il me semble, le capitaine historique, que lui aussi je connais bien, Anthony Lozilla, 38 ans désormais, n'arrive plus à transcender son groupe. Peut-être fléchit-il aussi physiquement. Je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais tout de même, c'est un élément peut-être aussi déclinant. Et puis, encore une fois, l'effectif est insuffisant. Alors oui, il y a un coup d'éclat par-ci par-là, un joli but, un résultat encourageant, mais ça ne suffit pas dans le système comptable des classements actuels avec les 3 points quand on empoche la victoire. Ça ne suffit pas aujourd'hui pour lutter. La chance de Bochum, j'aurais pu dire la même chose de d'autres équipes en début de saison, c'est qu'il y avait a priori 2 équipes plus faibles qui étaient Holstein Kiel et Saint-Pauli, sauf que Saint-Pauli s'est extrait de cette zone grâce notamment à une flamboyante victoire encore la dernière journée. Et Saint-Pauli a l'air de prendre un peu a l'air de profiter de la potion magique de la Bundesliga avec l'environnement de Hambourg, avec tout un peuple derrière lui. Et on a l'impression que Saint-Pauli est provisoirement tiré d'affaire. Et du coup, cet argument de dire, si vous avez 2 équipes plus faibles, vous allez au pire jouer les barrages contre le 3e de 2e division est en train un petit peu de s'évaporer. Donc ça, c'est pas très bon signe pour Bochum. Après, pour ce qui est du plan de jeu, etc.,
un entraîneur ne peut pas faire de miracle non plus. Frank Schmidt l'a fait avec Heidenheim la saison dernière, mais il y avait une espèce de solidité, il y avait un engagement de tous les instants, il y avait une culture aussi venue des divisions inférieures où on se disait il faut absolument rien lâcher. On a l'impression qu'à Bochum, on n'est plus tout à fait là-dedans, même si on est dans la roue, même si on peut solliciter les clichés de la mine, de l'équipe qui a elle aussi pour le coup un gros public, un stade fervent, etc. Mais bon, la sensation là que ça pourrait ne pas suffire quand même. J'en reviens à mon point principal qui est que l'effectif, me semble-t-il, est un peu léger, un peu faible pour vraiment pouvoir dire ok, on fait partie des 14-16 meilleures équipes de Bundesliga. Cette saison, ça me semble vraiment un peu limite à ce niveau-là. Oui, je pense qu'il y a une tendance aussi qui est un peu lourde, c'est que les équipes qui sont soit en dernière position ou qui sont avant-dernière, de façon générale, ont beaucoup de mal ou ne sortent presque jamais de la relégation à la fin de la saison. C'est vraiment très difficile. Des fois, il faut penser à être en dehors de cette zone dès la première moitié de saison parce qu'il y a des équipes qui trouvent le rythme, et ça, c'est. On va souhaiter quand même que Bochum réussisse avec son nouvel entraîneur à redresser un peu la barre, mais je sens que ça va être difficile. Et là, tu as mentionné Heidenheim dans ta réponse, eh bien, j'y viens, puisque le FC Heidenheim est actuellement au classement en position de barragiste, 16e place, 10 points au compteur, 3 victoires seulement, le même nombre de défaites que Holstein Kiel et Bochum, 11 défaites. Je sais qu'en début de saison, on avait évoqué la perte des 3 meilleurs joueurs de Heidenheim l'année dernière, qui expliquait la surprenante saison de cette équipe, qui n'est pas un gros marché. Hein? C'est un petit stade de 20 000 places à Heidenheim. Mais cette équipe-là nous avait emballé la saison dernière et t'avais parlé de la longévité de l'entraîneur Frank Schmidt. Mais là, tu perds tes 3 meilleurs joueurs, ça commence à faire beaucoup et probablement que l'équipe s'en ressent cette saison. Est-ce que ça expliquerait cette 16e place au classement à mi-parcours, David? En tout cas, on se refuse à dégainer cette explication au club. Et bon, parmi les analystes aussi, on a oublié effectivement le départ de ces formidables joueurs Beste et Kleindienst, notamment. Heidenheim, le problème d'Heidenheim, c'est que tu as parlé du calibrage de ce club, qui est monté comme ça à la force de son travail, dans une ville de taille moyenne à la frontière entre la Bavière à l'est et le Bade-Württemberg à l'ouest. Euh, Heidenheim dispute la Ligue Europa Conférence. Il y a un engagement européen cette saison et ça, on en parle peu, alors que son parcours en Europe est bon. Il a même euh, lutté contre de très très grosses écuries, me semble-t-il un match contre Chelsea, perdu certes, mais avec beaucoup de qualités montrées sur le terrain et surtout du dévouement. Et ce dévouement qui est proposé sur la scène européenne, évidemment, ça vous pompe quand même une énergie. Vous n'avez pas un effectif de 40 joueurs de même niveau, bien sûr, à Heidenheim, on n'est pas à Manchester City, n'est-ce pas, ici, et donc l'énergie manque en championnat. Et effectivement, la série de défaites, là, elle est négative, vraiment négative. Frank Schmidt fait des moulinets avec les bras de plus en plus. Il a beaucoup, beaucoup de ressources, cet entraîneur. Il est là depuis une quinzaine d'années, petite quinzaine d'années. Et il a encore des recettes à nous sortir pour la seconde moitié de saison. Mais ce qui me fait un peu peur pour Heidenheim, c'est l'engagement en Europe. Parce que ça, forcément, ça prend du mental, ça prend dans la tête. Les joueurs, sans doute, je ne leur ai pas parlé aux joueurs à Heidenheim du tout, mais on peut imaginer, comme d'autres, c'est très humain, qu'ils mettent beaucoup d'influx nerveux dans les soirées européennes, n'est-ce pas? Et donc, en championnat, clang, on fait un bond vers le bas. Et ben oui, si on regarde autour, oui, Holstein Kiel et Bochum sont moins bons, ont moins d'arguments, mais devant, Offenheim peut toujours rebondir. Saint-Pauli nous a montré qu'elle avait trouvé sa carburation. Et puis devant, ben, c'est plus loin, n'est-ce pas? Augsbourg, Union Berlin, Wolfsburg, pour aller chercher ces équipes-là, ça va pas être facile. Donc pour Heidenheim, saison pas encore inquiétante, mais la série de défaites fait mal. Il y a beaucoup de buts encaissés. Tu as vu, Mathieu, 33, si je vois bien mon petit classement. Et ça ressemble pas à cette équipe qui était très, très, très engagée dans les duels la saison dernière, qui a dérangé énormément de monde,
qui a pris des points un peu partout. Et cette saison, peut-être que c'est une petite baisse physique, peut-être que c'est surtout une petite baisse d'influx nerveux. Et la Bundesliga est compétitive. Il n'y a que 18 équipes dans cette division. Et donc, dès que vous reculez un petit peu, vous descendez au classement. Et Heidenheim, 16e, c'est pas brillant. Mais je pense qu'on a là quelques-unes des principales explications. Quelques talents en moins et surtout l'énergie consacrée à la scène européenne en parallèle. Mais on va voir si cette équipe va connaître une meilleure deuxième moitié de saison. Mais c'est vrai que le parcours européen est loin d'être inintéressant dans leur cas. Mais c'est demandant quand même. Quand on constate à travers l'Europe qu'il semble avoir, et on l'a constaté déjà à l'Euro, je trouve un épuisement un peu généralisé, ce qui expliquerait selon moi aussi les échecs de Manchester City en ce moment en Angleterre. À un moment donné, les athlètes sont des êtres humains comme tout le monde. S'ils ne peuvent pas se reposer, ils ne peuvent pas livrer la pleine mesure de leur performance. Mais tout de même, je trouve aussi que quand tu perds tes 3 meilleurs joueurs, tu finis par le ressentir d'une façon ou d'une autre. Et la Bundesliga est très compétitive aussi. D'ailleurs, si on regarde le classement globalement, c'est incroyable. Wolfsburg, qui est 11e avec 21 points, est à 6 points du RB Leipzig, qui est 4e, et de Francfort, qui est 3e. 6 points d'écart entre la 11e place et la 3e. C'est quand même donc très serré au classement en Bundesliga de façon générale. Et ça va m'amener un peu plus tard à parler de la compétitivité de la Ligue pour conclure ce bilan de mi-saison. Maintenant, je veux revenir sur une équipe qui a une saison positive et qu'on n'avait pas vu venir, sauf si on regardait clairement dans nos rétroviseurs. C'est le Werder Bremen. Alors, il faut dire que le Werder Bremen semble être sur sa lancée de la fin de saison dernière, porté par une victoire notamment de 1-0 contre le Bayern Munich. Première fois que le Bayern avait été blanchi en Bundesliga depuis très longtemps. Et c'était une victoire en plus, si je ne m'abuse, qui était au stade de Munich. Le Werder Bremen est 7e au classement, à égalité avec le Borussia Dortmund avec 25 points. Et Mayence, bien sûr. Ils ont un différentiel de +1, mais le Werder Bremen rend les matchs serrés et loin d'être facile à gagner. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. En fait, on avait commencé à voir planer ça lors de la seconde moitié de saison. C'est comme si l'équipe s'était trouvée enfin une identité. Quelque chose, là, une recette qui fonctionne, et elle fonctionne cette saison, puisque là, l'équipe est 7e au moment où on se parle et semble avoir atteint un certain équilibre dans sa façon de jouer, dans son identité. Est-ce que je me trompe en disant ça ou bien s'il y a d'autres explications pour si on veut, nous éclairer sur cette 7e position au classement du Werder Bremen? On a connu l'époque où c'était régulièrement une équipe du top 4, mais là, on parle de d'autres choses cette fois-ci. N'est-ce pas, David? Oui, belle surprise. Là, on parlait de culture tout à l'heure sur différents dossiers. Là, on baigne dans la culture hanséatique, c'est-à-dire de la générosité, de l'emballement, mais très contenu. Alors, dans le stade, ça se sent. Mais vous avez un entraîneur qui doit être né, alors sinon à Kiel, je ne crois pas qu'il soit né à Kiel, mais il a été à Kiel et il est surtout de la région et il correspond parfaitement à ce club. Cet entraîneur, Ole Werner, c'est l'atout numéro 1. Et effectivement, tu parles d'équilibre, je crois que c'est ça la clé de compréhension pour cette équipe. Parce qu'il n'y a pas Johan Mikou, il n'y a pas Diego. Il n'y a pas Miroslav Klose. Il n'y a pas ce genre de calibre dans cette équipe. Il y a un joueur qui a fait illusion il y a quelques années, qui a dû jouer en équipe nationale, qui est le germano-brésilien Léo Bittencourt. Bittencourt en français, si vous voulez, mais il n'est pas au niveau qu'on pourrait imaginer, un joueur qui porte l'équipe à lui tout seul. Il n'y a pas ça. On pourrait penser à Mitchell Weiser aussi, le germano-algérien, qui joue en défense, qui est un formidable joueur, qui est passé par le Bayern, mais lui non plus n'a pas passé le cap d'être un joueur avec 50 sélections et qui peut emporter l'équipe derrière lui. Il n'y a pas ça. Et donc, cet équilibre dont tu parles, c'est peut-être aussi un équilibre sur la qualité des joueurs. On peut en citer quelques-uns. Marco Friedel, l'Autrichien en défense. Félix Agou, le germano-nigérian. Romano Schmidt, un autre Autrichien au milieu de terrain. J'en cite comme ça quelques-uns de ceux qui sont les plus en vue. Jens, alors on dit, la prononciation va vous tromper parce que il faut prononcer Stay.
c'est Stage en français, le Danois du milieu de terrain, qui est en train d'être la révélation de cette équipe. Voilà des noms que vous ne connaissez pas. Justin Jima en attaque aussi, germano-nigérian. Voilà des joueurs comme ça qui sont sous les radars, mais qui ont constitué un noyau avec quelques valeurs ajoutées. Je parlais de Bittencourt, je parlais de Weiser. Il y a Marvin Duksch aussi en attaque qui flirte avec l'équipe nationale. Oliver Burke, l'Écossais, qui a joué aussi à Leipzig. Un espèce d'agrégat comme ça, plus quelques jeunes talents. On pense à Keke Top en attaque, qui va être peut-être un attaquant à suivre dans les prochaines années en Allemagne. Et puis il y a Derrick Keun, qui doit être germano-ghanéen, je crois, qui joue en défense et qui apporte aussi un punch qui correspond un petit peu à celui de Franck Honora, qui joue un cran au-dessus. On parlait tout à l'heure avec Mönchengladbach. Voilà, et cet agrégat, il est un peu improbable. On peut ajouter l'Argentin Malatini aussi en défense, mais il y a un équilibre. Je crois que tu as prononcé le mot-clé, que Ole Werner a réussi à façonner, a réussi à constituer. Et cette équipe, ça n'est plus le Werder hyper offensif, déséquilibré, qui perdait les matchs 6-4 en marquant 4 buts, certes, mais en étant complètement à la rue en défense. Mais ça n'est pas non plus une équipe rabougrie. Il y a de l'offensive, il y a des actions, il y a du jeu. C'est pas aussi systématique que Leipzig, que Leverkusen ou que le Bayern, certainement pas. Mais c'est un meilleur équilibre, me semble-t-il, qu'une équipe comme Dortmund, qui est déséquilibrée, qu'une équipe comme Fribourg, qui est trop défensive. Et ben finalement, le classement, il ment pas. Et je suis surpris par la réussite du Werder actuel. Mais pour les anciens, un petit peu comme nous, entre guillemets, qui ont connu le super Werder, qui ont connu cette équipe flamboyante, avec des joueurs fantastiques, la revoir un petit peu comme ça, à l'orée des places de Ligue des Champions, je trouve que ça fait vraiment plaisir. Ben, espérons que ce plaisir perdure en seconde moitié de saison. On va glisser un mot, si tu le veux bien, du côté de la capitale. On va glisser un mot donc au sujet de l'Union Berlin. Alors, je constate que l'Union Berlin a mieux démarré sa saison que l'an dernier. Évidemment, on est revenu un peu, je dirais pas à la normale, c'est peut-être pas le bon terme, mais on est revenu un peu à des bases réalistes par rapport à l'identité de l'équipe, même si Urs Fischer n'est plus là. L'équipe est actuellement 12e au classement avec 17 points. Alors, c'est peut-être un retour, disons, aussi à un niveau auquel probablement qu'on est en droit de s'attendre ou qui est plus juste que la saison dernière et surtout les surprenantes 4 autres saisons où l'Union Berlin était en zone européenne de plus en plus régulièrement. Toutefois, c'est la seconde équipe qui a congédié son entraîneur, en fait, quelques heures avant qu'on enregistre cette émission. C'est toi, David, qui a eu le privilège de m'en parler juste avant qu'on démarre l'enregistrement. Bo Svensson a été limogé. On ne connaît pas son remplaçant, mais je trouve que par rapport à l'Union Berlin de l'an dernier, qui a énormément déçu, qui s'est battu de peine et de misère pour rester sans passer par les barrages en Bundesliga, là, cette saison, on sent qu'avec 17 points au classement, la 12e place, c'est quand même 7 points de plus que le barragiste. On est en mesure de respirer un tout petit peu pour l'instant. On a quand même décidé de se départir de l'entraîneur. Alors, pourquoi on a décidé de changer? Est-ce qu'on est, malgré tout, peut-être plus ambitieux du côté de la direction d'Union Berlin? Est-ce qu'on trouve que la 12e place n'est pas représentative de ce que vaut l'équipe réellement sur papier? C'est quoi exactement qui expliquerait ce renvoi? Mais en même temps, tu peux nous dire, est-ce que tu trouves que l'Union Berlin s'est quand même relativement bien relancée après la difficile saison précédente? Ouais, on est un peu dans l'entre-deux, mais le problème, tiens, on parlait du Werder Brême juste avant, où il y a un bouillon de culture qui bouillonne dans le bon sens pour faire une bonne soupe. Là, on n'est pas dans la continuité à l'Union Berlin. Et j'ai la sensation, je n'ai pas fait une analyse très approfondie encore, puisque le limogeage de l'entraîneur et de son staff est arrivé ce jour même, au moment où nous enregistrions un peu avant. Bon, c'est tout frais. Je n'ai pas fait une analyse approfondie, mais il me semble qu'on a perdu la continuité et que la saison dernière, on en paye encore les conséquences. Union Berlin était montée à la force de ses poignets là aussi, à la force de la sueur d'Urs Fischer et de son équipe. On était monté et on a voulu
assumer un berlinisme. On a voulu assumer sur la scène européenne aussi. On a fait venir quelques recrues folkloriques et ça a fait pchit. Et on est dans le contre-coup de ça. À l'été, on a fait venir un entraîneur très intéressant, Bo Svensson, entraîneur danois, un autre Bo, et on s'est dit, ah, c'est pas mal ça, Svensson, c'est un meneur d'hommes, c'est un entraîneur dynamique, ça va être bien avec l'Union Berlin. En fait, ça colle pas, parce que culturellement, Bo Svensson pouvait pratiquer à Mayence, puisqu'il est de Mayence, il est passé par Mayence, un football dans une certaine structure, avec une certaine dynamique. L'Union Berlin, culturellement, c'est pas ça. Et le corset dans lequel Bo Svensson s'est entêté à faire jouer Union Berlin, ça n'a pas fonctionné. Ce pressing haut à la clope, à la Mayence, où on prend des risques, où on se déséquilibre, où on va chercher l'adversaire, ne correspond pas du tout à ce dont a eu l'habitude Union Berlin, qui était une équipe coriace, féroce, mais pas nécessairement dans le camp adverse. Et là, on a l'impression que cette tactique, ça n'a pas fonctionné. Alors, il n'est évidemment pas du tout le seul fautif, Bo Svensson. C'est aux joueurs aussi à s'adapter, bien sûr, à ce que leur propose un nouvel entraîneur, une philosophie, un style de jeu, une structure, une stratégie. Les joueurs ont des responsabilités, bien sûr, aussi. Mais bon, la direction a décidé que ça suffisait et qu'on allait changer. Je ne sais pas du tout quelle va être la suite. Ce qui est sûr, c'est que désormais, en première ligne, il y a deux éléments. Il y a le directeur sportif Horst Held, qui est un grand connaisseur du foot allemand, et ça, c'est positif pour Union Berlin. C'est à lui maintenant de faire le bon choix. Et puis, au premier plan, il y a désormais aussi les joueurs qui vont être face à leurs responsabilités. Reprise du championnat, tu allais le dire, bien sûr, en conclusion de notre discussion, le 10, 11, 12 janvier. 3 semaines, 2 semaines et demie encore. Et il y a des choses à travailler d'ici là. Nouvel entraîneur, nouvelle philosophie, retour peut-être à quelque chose d'un peu plus pragmatique, c'est possible. Il ne faut peut-être pas s'attendre à ce qu'Union Berlin prenne de gros risques sur le plan du jeu dans les prochaines semaines. On verra, je peux me tromper, mais ils ont un maigre matelas à défendre et je ne suis pas sûr qu'on soit en droit d'attendre quelque chose de fantastique. Il y a quand même des bons joueurs dans cette équipe. Certains sont complètement sur le retour, Kevin Folland. Certains sont intéressants, se battent. On pense à Hollerbach, on pense à quelques milieux de terrain comme Kemlein, comme Skov, comme Kedira. Encore que Robert Skov n'ait pas retrouvé le niveau qu'il avait à Hoffenheim. Voilà, la défense me paraissait assez solide par rapport à ce qu'on a connu dans les années précédentes. Et peut-être que le goût du risque de Bo Svensson n'a pas correspondu avec cet étiage-là. À suivre, on verra une analyse peut-être plus approfondie si ça bouge dans les prochaines semaines, mais il ne va pas falloir se tromper sur le choix de l'entraîneur si on ne veut pas un accident en fin de saison. Il y a des équipes faibles, relativement faibles, on a parlé de Bochum, on a parlé de Kiel. Union Berlin n'a pas un matelas suffisant pour tenter n'importe quoi. Je suis curieux de savoir quel va être le choix du directeur sportif Horst Held dans les prochains jours. Ça va être intéressant comme dossier à suivre. J'aimerais qu'on parle un petit peu maintenant de Stuttgart, qui est 10e au classement avec 23 points. On savait en début de saison qu'avec plusieurs de ces bons joueurs qui ont été recrutés par notamment le Bayern ou d'autres équipes, même le Borussia Dortmund, qui est allé chercher Serhou Guirassy notamment, mais que Stuttgart allait peut-être baisser au classement. Et actuellement, on est 10e. Mais j'ai le sentiment qu'en deuxième moitié de saison, cette équipe a la capacité de remonter au classement parce que je crois que Sébastien Hanas, une fois qu'il a trouvé peut-être le rythme de croisière qu'il faut avec l'effectif en place, avec les joueurs qu'il a sous la main, cette équipe peut retrouver peut-être pas la même fougue que l'an dernier où elle a terminé deuxième devant le Bayern Munich, mais peut revenir dans le portrait pour une possible qualification pour une place européenne. Est-ce que mon instinct me guide bien? Mon instinct est bon ou si je me trompe au sujet de mon constat par rapport à cette équipe du VfB Stuttgart? Non, moi je suis dans la même impatience, dans le même espoir si on veut. Attention, là on n'est pas dans la même catégorie. Stuttgart, c'est Ligue des Champions. Il a fallu aussi bien sûr encaisser ce choc puissant d'aller jouer des matchs contre le Real Madrid, par exemple,
Je veux dire, on peut faire un exploit par-ci par-là, hein, même le Sheriff Tiraspol ou le Shakhtar Donetsk peuvent le faire, mais sur le fil des semaines, c'est pas évident quand même. Stuttgart s'en sort mieux, par parenthèse, que le RB Leipzig qui est toujours à 0 hein, dans la Ligue des Champions. On va en reparler juste après, justement, des Voilà. compétitions européennes parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire depuis Voilà, le début. mais là, on est dans une autre catégorie. Vous avez Nübel, Alexander Nübel dans les buts qui prétend à de hautes fonctions. Un gardien du Bayern, alors c'est pas le plus probable, mais ça reste possible puisque le Bayern le souhaite, l'a souhaité depuis plusieurs années et le souhaite, c'est pour ça qu'il est prêté et reprêté. Gardien de l'équipe nationale peut-être un jour. Alexander Nübel, c'est une certaine catégorie. En défense, pareil, on va pas tous les citer, mais il y a des joueurs de grand intérêt, notamment Anthony Rouault, le français, ou Mittelstädt, qui est international avec la Nationalmannschaft. Milieu de terrain, là j'en attends plus de leur part pour les mois qui arrivent. Angelo Stiller et Atakan Karazor, les deux qui jouent ensemble et qui ont commencé à goûter un petit peu aussi par petits échantillons à l'équipe nationale. On veut voir ces gens-là au niveau européen. Chris Führich, pareil, qui a goûté à l'équipe nationale. Tu as raison, on attend plus qu'une impulsion, on attend que l'embouteillage cesse, que le bouchon saute hein, dans cette équipe de Stuttgart pour la suite. Ça va dépendre aussi, bien sûr, des performances des attaquants. Parce que tu as parlé du départ de Guirassy. Voltemade, c'est bien. Ermedin Demirovic, c'est bien. Denis Undav, c'est bien. Là, blessé récemment. Les Welling, c'est bien. Et on voudrait que tous ces 4 joueurs-là fonctionnent ensemble. Ça n'a pas été encore trop possible sur les dernières semaines d'automne. Et évidemment, Sébastien Eunès, l'entraîneur qui est excellent, a besoin que ces joueurs-là soient en forme au bon moment. Et alors là, oui, ça va pétiller. Il y a de l'espoir. Mais, encore une fois, on revient à ce qu'on disait au tout début sur les droits télé. La Bundesliga est compétitive. Stuttgart a lâché des points, a perdu des matchs bêtes, comme le dernier. Et ça se ressent. Vous êtes 10e. Alors oui, vous pouvez aller chercher le Werder, vous pouvez aller chercher Dortmund, vous pouvez aller chercher peut-être Leipzig si Leipzig ne retrouve pas sa compétitivité. Mais aujourd'hui, il y a quelques places de retard. Je suis très, très, très fasciné par cette zone du classement, Mathieu, avec toutes ces équipes qui se tiennent en 1, 2, 3 points. Ça va bouger et j'ai bon espoir que Stuttgart, avec sa dimension individuelle et collective, retrouve un classement plus haut, au moins, allez, on va dire le premier tiers du classement, c'est-à-dire dans les 7, quoi. Ben, Stuttgart a un différentiel positif, donc moi, ça m'encourage. Et ça me surprend moins que Wolfsburg, qui est 11e, juste derrière, 2 points derrière, mais qui a aussi un différentiel positif. Wolfsburg, on aura l'occasion, par contre, d'en reparler parce que je ne sais pas si ça va tenir. Mais je suis perplexe de voir Wolfsburg, une équipe qui avait pratiquement pas d'identité. Il avait du mal à marquer des buts la saison dernière, et là, cette année, on en est quand même avec 32 buts marqués. On semble avoir trouvé une certaine attaque dans cette équipe. À l'opposé, peut-être une petite surprise aussi que je voulais souligner rapidement, mais le FC San Paoli qui est 14e, 14 points, 4 points de plus que le barragiste. Ils ont moins 7 comme différentiel et probablement l'une des plus faibles attaques avec Bochum en Bundesliga. Mais par contre, on concède vraiment pas beaucoup de buts non plus. On a l'impression que le côté combatif et la qualité défensive relative de cette équipe leur permet justement d'avoir obtenu 4 victoires cette saison et d'être peut-être en meilleure posture au classement que Holstein Kiel qui est 17e ou Bochum qui est lanterne rouge. Ils ont une meilleure défense que Leverkusen, Francfort, Leipzig, Mayence. Une meilleure défense que toutes ces équipes. C'est quand même une sacrée performance. Et c'est évidemment, tu l'as dit, une clé pour leur maintien futur en fin de saison. C'est sûr, mais en même temps, bon, le Bayern qui donne que 13 buts contre, ça ne veut pas dire qu'ils ont une défense exceptionnelle. Dès qu'ils font face à un rival plus fort, c'est là qu'ils concèdent des buts. C'est seulement quand l'équipe n'a pas les ressources offensives pour peut-être jouer des faiblesses du Bayern qui fait que le Bayern a un différentiel aussi gros. Mais l'année passée, ils avaient aussi un gros différentiel, puis ils n'ont pas eu le titre non plus. Ils avaient même un meilleur différentiel que le Bayer Leverkusen. Cela dit, justement, je veux qu'on parle du Bayer Leverkusen, mais en faisant la transition vers le championnat européen et le nouveau format de la Ligue des champions. Rappelons-nous qu'une des questions qu'on se posait, c'est, et moi j'aurais choisi, d'ailleurs, on a dit que le Real Madrid avait remporté l'équipe de l'année, FIFA, etc., etc. Moi, j'aurais donné au Bayer Leverkusen. Ça m'étonne qu'on ne donne pas ça à une équipe qui a eu 0 défaite en une saison. Sans parler de l'entraîneur. Oui. Et voilà, bon. Mais je veux dire, ce que cette équipe-là a fait, c'est juste exceptionnel.
Mais là, on les attendait au tournant, notamment en Ligue des Champions, pour voir ce qu'allait se passer. Eh bien, après un départ un petit peu lent au démarrage, là, le Bayer Leverkusen a vraiment trouvé son rythme de croisière et deuxième au classement à seulement 4 points derrière le Bayern de Munich. Donc, et c'est la seule équipe avec le Bayern qui n'a qu'une seule défaite. Donc, quand même, Xabi Alonso, on sent qu'il a les deux mains sur le volant. Et là, son équipe a retrouvé de l'élan après quelques matchs nuls en début de saison. Mais plus que tout, et ça aussi, je veux qu'on en parle, c'est qu'on est en train de réussir le pari de la Ligue des Champions aussi. Parce que nouveau format oblige. On attendait de voir ce que le Bayer Leverkusen allait livrer. Et le Bayer Leverkusen est actuellement la meilleure équipe allemande en Ligue des Champions. 13 points au compteur, 4 victoires, un match nul, une défaite. Quatrième place, à égalité avec Arsenal, Aston Villa, l'Inter Milan, le surprenant, tu l'as évoqué tantôt, Brest en France, et Lille aussi, autre surprise française. D'ailleurs, des clubs français, à part le Paris Saint-Germain, ne font pas si mal dans cette Ligue des Champions. Je tiens à le souligner quand même. Toutefois, donc, Leverkusen, quatrième. Dortmund, mais c'est un habitué de l'Europe, deuxième meilleure équipe allemande en Ligue des Champions, neuvième au classement. Donc, les 8 premiers, c'est ceux qui, dans le nouveau format, vont avoir droit à un passe-droit, si je peux le dire, pour la ronde éliminatoire. Mais Dortmund est 9e, a 12 points, 4 victoires, 2 défaites. Et le Bayern est juste derrière aussi, avec 12 points, avec 4 victoires, 2 défaites aussi. Cela dit, le Bayern, c'est la première fois qu'on perd 2 matchs dans la ronde préliminaire. Ça faisait longtemps que le Bayern n'avait pas perdu dans ce tournoi. Bayern, donc, 10e place. C'est intéressant. Et là, après, là, ça commence à chuter beaucoup. On retrouve, on l'a mentionné tantôt, Stuttgart qui est 26e, mais pour être dans la ronde éliminatoire, il faut être dans le top 24. Stuttgart a 7 points, un seul point derrière, justement, trois équipes qui se partagent là, les dernières places. Et parmi eux, on retrouve Manchester City qui est en difficulté, je l'ai évoqué tout à l'heure, le PSV Eindhoven et le Dynamo Zagreb. Ces 3 équipes ont 8 points et Stuttgart en a 7 points. 2 victoires, une défaite. Oui, c'est ça. 2 victoires, 1 nul, 3 défaites. Mais ma surprise, moi, c'est le RB Leipzig. Le RB Leipzig fait partie des 3 équipes qui ont 6 défaites en 6 matchs. 0 points. Aucune victoire avec le Slovan Bratislava et les Young Boys. Donc, 34e, mais on pourrait dire 36e aussi. C'est le différentiel de but pour l'instant qui fait la différence. Mais c'est une énorme déception pour le RB Leipzig, qui avait démarré d'ailleurs la saison en trombe, mais là, ça s'est beaucoup calmé en Bundesliga. On est à égalité au classement de la Bundesliga avec Francfort avec 27 points, 4e place. Mais je ne sais pas si ça va tenir longtemps. On a l'impression que cette équipe-là a encore la mauvaise habitude de perdre des matchs qu'elle devrait gagner. Et en Ligue des Champions, ben là, c'est difficile, mais peut-être que tu vas nous dire, ben, s'ils sont éliminés très rapidement, ils vont pouvoir se consacrer le reste de la seconde moitié de saison en Bundesliga, ils n'auront que ça à jouer. Parce qu'il n'y a pas de relégation en Ligue Europa dans la nouvelle formule. Il reste encore 2 matchs aussi dans cette ronde préliminaire de ce nouveau format. Habituellement, la ronde préliminaire était terminée à la pause des fêtes. Ben, quand tu regardes ça, la Ligue des Champions, David, Leverkusen confirme, donc Xabi Alonso prouve que sa méthode fonctionne. C'est la meilleure équipe allemande en Ligue des Champions. Dortmund, c'est un habitué. Et le Bayern, qui est pas loin derrière, à part les 2 défaites, ça reste quand même dans la normalité. Mais il y a la déception donc de Leipzig. Stuttgart en difficulté, ça, on pouvait peut-être s'y attendre, mais ils ont encore un petit espoir. Mais moi, c'est la déception de Leipzig par rapport au succès du Bayer Leverkusen qu'on attendait pourtant au tournant. Donc, les deux extrêmes, c'est de ça, pour ce qui est de la Ligue des Champions, que je voudrais qu'on parle pour finir l'émission, David. Comment on explique un tel écart? Est-ce que le Bayer Leverkusen, donc, Xabi Alonso avait bien préparé ses joueurs pour réussir cette entrée dans la plus grosse et la plus imposante compétition européenne qui soit, nouveau format ou pas, là? Et le RB Leipzig, est-ce que c'est le nouveau format, le tirage au sort, qui justifie 6 défaites en 6 matchs, ou si c'est simplement que l'équipe n'arrive pas à performer? Comment on explique donc, d'un côté comme de l'autre, les succès de l'un et les échecs de l'autre? Il y a une pondération qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est-à-dire que là, on n'est pas sur un championnat intégral, c'est-à-dire vous avez des équipes, alors certes, il y avait des chapeaux au tirage, 1, 2, 3, 4, bon, ok, mais vous avez des équipes qui ont des calendriers très difficiles, d'autres moins, et vous avez surtout des équipes comme le Bayern qui ont un calendrier très difficile au départ,
déplacement à Aston Villa, déplacement au FC Barcelone est beaucoup plus facile à l'arrivée. C'est pour ça que le Bayern, n'ayons pas de doute, il devrait être parmi les 8. Il est 10e actuellement. Mais parce que le calendrier est fait comme ça. Pour Leipzig, c'est un calendrier difficile de bout en bout. Et ils sont déjà éliminés, en fait, puisqu'il faudrait marquer 8 points pour les 2 derniers matchs, ce qui n'est plus possible mathématiquement pour remonter à la 24e place, hypothétiquement. Et Leipzig a eu un double handicap, calendrier très difficile et des défaites très courtes. Si vous regardez le différentiel, -7, 6 buts marqués, 13 buts encaissés. En fait, il y a eu 6 matchs, vous êtes à -7, donc vous avez encaissé un but de plus que vous n'en avez marqué par match, à peu près. Donc c'est pas du tout infamant. Simplement, ça n'a pas gagné, jamais. Pour certains cas, c'était parce que l'adversaire était trop fort. Pour d'autres cas, c'est parce que, effectivement, là où c'est plus difficile à expliquer, c'est que il manquait quelque chose. Il a manqué Xavi Simons par moment. Ça a été une absence très lourde pour l'équipe de Marco Rose. Et surtout, Leipzig n'a pas encore tout à fait la voilure pour jouer une telle compétition. On a un effectif court et on a un effectif assez peu assis, assez peu expérimenté, avec des joueurs qui débutent dans cette compétition pour beaucoup d'entre eux. Alors il y a des super éléments. Loïs Openda, Benjamin Šeško qui est en train de trouver sa stature d'avant-centre, Xavi Simons aussi bien sûr. Il y a des super éléments dans toutes les lignes, mais on s'est aperçu que ça ne suffisait pas pour rivaliser et pour, dès la première saison de cette nouvelle formule, participer dans les 24 meilleurs, a fortiori dans les 16, dans les 12, dans les 8. C'est très frustrant. Moi, j'aurais bien voulu que cette équipe réussisse des coups, comme elle le fait souvent. Elle ne l'a pas fait cette année du tout. Zéro, rien. Et c'est vrai que c'est frustrant. Et il va falloir que Leipzig apprenne la patience, ce qui n'est pas le fort de ses dirigeants. Pour l'instant, ils ont conservé Marco Rose parce que c'est un homme qui passe très bien dans la galaxie Red Bull. On sait que Jürgen Klopp prend ses fonctions à temps plein comme chef chez Red Bull au 1er janvier là, qui arrive. Donc, ça va être aussi peut-être un impact à considérer dans les 6 prochains mois, dans les 12, dans les 18 prochains mois. Mais là, pour l'instant, Leipzig, c'était un peu court. Pour les autres, Stuttgart s'est bien battu. Stuttgart peut encore accéder à la qualification. J'y crois, même si le calendrier est difficile. Dortmund s'en est bien mieux sorti qu'en championnat, ce qui veut bien dire que la jeunesse de Dortmund choisit ses matchs. Je simplifie, mais vous aurez compris le message. Mais ils ont un historique en Europe aussi, le Borussia Dortmund. Des fois, dans l'identité, ça vient jouer. L'année passée, Dortmund s'est rendu en finale quand même contre toute attente, mais on avait l'impression que cette équipe, l'identité du jeu de l'an dernier, peut-être cette année, c'est différent, mais là, cette fois, il faut qu'on évoque l'historique européen de cette équipe qui a généralement excellé dans la compétition. Oui, et puis alors devant, évidemment, Leverkusen, formidable, qui a réussi à plaquer dans cette compétition avec un ou deux petits accros, un nul et une défaite, qui a réussi à plaquer dans cette compétition sa philosophie de jeu du championnat. J'ai été ravi que le Bayer Leverkusen marque à la dernière minute du match contre l'Inter pour s'imposer petitement 1-0 parce que ça valide les efforts offensifs qui sont faits par cette équipe. C'est pas 3-0 ou 4-1 à tous les matchs. En Ligue des Champions, c'est pas possible. Mais Leverkusen 4e. Seul Liverpool était impossible à suivre dans ce début de saison en championnat, enfin dans ce mini-championnat. Même le FC Barcelone est tombé, je crois que c'était contre Monaco. Et Arsenal, qui est juste devant aussi, a subi une ou deux défaites. Donc Leverkusen est dans la course. Et voilà, Xabi Alonso a tenu à l'intersaison l'été dernier à renforcer un peu l'équipe. On va voir si ça suffit pour faire une saison pleine européenne. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui auront envie de tomber, Mathieu, en 8e de finale contre cette équipe du Bayer Leverkusen qui est bien engagée pour se qualifier directement. Je lui souhaite vraiment, avec le football qu'elle nous propose, de se qualifier directement parmi les 8 et donc de marquer encore quelques points dans les 2 matchs qui restent. Ça sera deuxième partie du mois de janvier, les 2 matchs qui restent. Cette formule est nouvelle et un peu étrange. On doit être fort. On le voit avec Leipzig. On doit être patient. On le voit avec le Bayern. Et on va avoir encore des surprises. Mais bon, voilà, le bilan,
il est là. On va retrouver Leverkusen, on devrait retrouver Dortmund, on va retrouver le Bayern. J'espère que Stuttgart va basculer du bon côté pour Leipzig. On a vu pour apprendre. Oui, effectivement. Leipzig, dans l'ancien format, était capable de se qualifier. Là, cette fois, la nouvelle formule a joué en sa défaveur. Pour ce qui est de Leverkusen, tu soulignais le match contre l'Inter Milan. Moi, ça confirme que non seulement l'identité que Xabi Alonso a imprimée dans cette équipe fonctionne toujours, mais il y a aussi la force de caractère. Et selon moi, sans cela, probablement que Leverkusen ne remporte peut-être même pas le championnat en Allemagne. Parce que une des raisons pourquoi on disait Vizekusen, Leverkusen, c'est que l'équipe Oui, mentalement s'effondrait en fin de oui. parcours. Là, ce n'est pas le cas. On arrive et on se bat jusqu'à la toute fin. Et ça, pour un adversaire, c'est beaucoup plus difficile à négocier. Et si les joueurs se comportent comme ça veut dire que Xabi Alonso a réussi pas juste à implanter des qualités techniques à ses joueurs. On sait que c'est quelqu'un qui aime des passes propres et on le voit par les statistiques. C'est une des équipes qui joue le plus proprement, qui a très peu de revirements, mais en plus, on se bat lorsqu'on n'a pas le but qu'on voudrait ou quand on n'a pas le résultat qu'on voudrait. Cette équipe-là se bat jusqu'à la fin. Et ça, on l'avait vu l'an passé et ça avait marché du feu de Dieu, peut-être un peu moins cette année, mais on voit que maintenant, les clubs d'Europe sont en train de découvrir que c'est du sérieux. Et ça, je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Un petit mot vite, sur la Ligue Europa. Francfort, tout comme sa saison, est 5e en Ligue Europa avec 13 points après 6 matchs. Bref, avec un Omar Marmouche et d'autres joueurs qui fonctionnent très bien à Francfort, ben, cette équipe nous emballe aussi bien dans les compétitions européennes qu'en Bundesliga. Après, la seconde équipe, Hoffenheim, pas loin de la zone de barrage en Bundesliga et qui connaît une saison difficile à cause de sa défensive. En Europe, s'en sort un petit peu mieux, mais n'est pas encore qualifié. Ils sont 26e avec 6 points, mais il y a 4 équipes avec 7 points devant et qui montent donc jusqu'à la 22e place. Donc, Hoffenheim n'est pas encore éliminé. On va souhaiter que les choses se terminent bien, si je peux le dire comme ça, pour ce que j'appellerais donc la Ligue Europa. Maintenant, pour ce qui est de la Ligue Europa Conférence, je suis en train de vite essayer de jeter un petit coup d'œil parce qu'il faut que je vois le classement. Hein. Des fois, il me donne juste la Ligue Europa quand je fais la Ligue Europa Conférence. On a quand même Chelsea qui a une bonne saison en Angleterre qui est dans ce classement-là et qui domine cette compétition. Si je ne m'abuse, on a Heidenheim qui est 16e et effectivement, s'en sort pas si mal. Tu l'avais souligné tantôt, au niveau des performances, on a 3 victoires, 1 match nul, 2 défaites pour la 16e place. Donc, Heidenheim est en milieu de peloton, mais ça veut dire que 16e place, ça implique évidemment une qualification au tour suivant, puisque là aussi, ce sont les 24 premiers qui se qualifient. Et c'est le seul club allemand, si je ne m'abuse, qui participe à cette compétition, parce qu'on en a 5 en Ligue des Champions, ce qui est déjà, je dois avouer, on est assez gâtés. Mais j'avoue que le nouveau format, moi, j'avais des petits doutes, mais à part peut-être là, au niveau des tirages, il y a peut-être un petit peu d'arbitraire. On a quand même des surprises intéressantes. J'avais parlé tantôt en France de Brest et de Lille, qui confirment dans le fond ce qu'ils avaient bien fait la saison dernière et qui, là, pour la première fois, vont peut-être sortir la France du marasme dans les compétitions européennes. Petite parenthèse ici. Pour ce qui est de l'Allemagne, on semble s'être, à part Leipzig, bien ajusté à ces nouvelles règles. Et bravo aussi au Bayer Leverkusen de confirmer que la saison dernière, ce n'était pas le fruit du hasard. J'ai donc hâte de connaître la suite et au prochain épisode, David, ce sera au mois de février où on pourra revenir sur le mercato. Il y a toujours des petites surprises dans les mercatos d'ajustement en Allemagne, même si, on le sait, ce ne sont jamais des mercatos flamboyants en Allemagne. On fait plutôt profil bas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du mouvement intéressant. Et on aura l'occasion d'y revenir en février, de même que pour jeter un petit coup d'œil pour voir si la relance de la seconde moitié de saison, on n'a pas d'autres petites surprises qui vont apparaître à la clé à ce moment-là. Mais d'ici là, je te souhaite une bonne année 2025 ainsi qu'à tous nos auditeurs et nos auditrices. Et ça sera avec plaisir que je te retrouve en début du mois de février, donc pour entamer la seconde moitié de saison Bundesliga qui nous promet encore plein de rebondissements. Oui, meilleurs vœux à tout le monde en avance. Et la Bundesliga, cette année, il y a toujours la trêve traditionnelle, mais elle est quand même raccourcie. Et à partir de la mi-janvier, ça reprend ses droits, même avant, puisque c'est le week-end du 10, 11, 12, avec des matchs déjà percutants, puisque le Borussia Dortmund rencontrera Leverkusen
et le Bayern devra se méfier de Mönchengladbach. Ça va tout de suite être intéressant. Vous avez vu, pour la première fois de l'histoire de ce championnat, il y a eu un match, c'était le Bayern justement, contre Leipzig, avec 2 buts en 2 minutes d'entrée. Ça n'était jamais arrivé. Donc soyez à l'heure au moment où ça reprend, parce qu'il pourrait y avoir aussi, comme toujours, beaucoup de buts, du spectacle. C'est pour ça que ce championnat a une vraie valeur et qu'on l'apprécie tant. Exactement. Donc, ne prenez pas votre douche pendant un match. C'est le conseil de David Lortolari. Sinon, vous allez tout rater. Oui, sûr. C'est certain. Ne vous faites pas prendre au dépourvu. Alors, pour terminer, je rappelle que l'émission est diffusée sur la plateforme du Cannes Football Club Plus et nous sommes diffusés, bien sûr, par différentes chaînes comme Spotify, Google Art Radio, Deezer, iTunes, Podcast Addict sur les téléphones cellulaires ainsi que sur d'autres plateformes que j'oublie. Et c'est donc là que vous pouvez nous retrouver. Voilà donc pour ce qui est de cette édition bilan de mi-saison de la Bundesliga et du football allemand sur Kaiser Foot. Ici Mathieu Lemay et en mon nom et celui de David Lortolari, on vous dit donc bonne année 2025 et on se retrouve prochainement en début du mois de février pour un prochain épisode. Au revoir!